là tantôt, mais c'est sûr que pour ceux qui l'ont fait l'année passée, on fait un minuscule retour rapidement. Vous avez tous les trois suivis la level 1 l'an dernier ou quelque chose comme ça. Hein, fait que c'est sûr que réduire ses déchets, c'est de consciemment, volontairement faire un impact qui est moindre sur l'environnement, de vraiment réduire ses déchets consciemment. Donc, je le fais parce que ça réduit des déchets. Je veux vraiment le faire pour ça. C'est pas par hasard, c'est vraiment quand il y a une volonté de faire ces réductions de déchets. Ce qu'on veut par objectif pour ça, c'est de ralentir la journée du dépensement et de faire reculer cette journée-là. Notre objectif, c'est de rattraper notre dette environnementale qui est assez imposante. En général, ce qu'on veut faire avec les zéro déchets, c'est des choses qui sont sans culpabilité, qui sont adaptées à chacun. Right? Okay. Des choses qui sont adaptées à chacun, qui sont, mettons, selon les besoins de la personne, selon la capacité de choses. C'est vraiment, dans le fond, de viser sur la surconsommation et de viser sur combattre le greenwashing puis ces choses-là. Pour, mettons, réussir à être, cherche mon mot français pour diligent, averti dans notre réflexion quand on s'apprête à acheter, de faire des bons choix selon toujours nos besoins, etc. La conférence, comment est-ce qu'elle se passe? C'est qu'on va parler de c'est quoi être level 2. Après ça, on va parler de choses plates, on va se parler de Steve. Ensuite, on va se parler de comment sortir le zéro déchet. On va parler de trucs zéro déchet, level 1, level 2. On va dans le fond parler de peaufiner notre zéro déchet à la maison. Puis on va parler aussi après de sortir notre zéro déchet de notre maison, de notre quotidien, pour vraiment aller à plus grande échelle que juste mon moi, d'aller un petit peu plus loin de ça. Quand tu es level 2, c'est quand tu fais un effort qui va... Tu sais, moi, je peux considérer que c'est quand tu as un inconfort. Quand, dans le fond, tu sais, on donnait un exemple en level 1 que laver mes cheveux avec un shampoing en bouteille ou laver avec une barre me demandait aucune différence au niveau de mon effort. C'est pas plus difficile de le faire, donc c'est vraiment dans le level 1. Par contre, s'il faut que je passe du temps pour m'inventer une recette, passer dans le fond 45 minutes pour fabriquer mon shampoing, j'ai un effort à fournir, j'ai un inconfort. Donc là, on parle de niveau 2. Ce qui est inconfortable pour un va être inconfortable pour une autre, peut être confortable pour une autre personne. Donc, c'est vraiment comme selon un peu chacun. C'est certain que c'est quand tu mets ton écologie au premier plan. C'est quand je vais prendre mes décisions en fonction des déchets que ça va créer. Pas juste que j'adonne à réduire mes déchets. Je choisis en fonction de ça. Je vais réfléchir en fonction des déchets qui vont être faits. C'est aussi, dans le fond, de savoir qu'on ne veut pas sauver la planète, mais l'espèce humaine. La planète, c'est un morceau de roche. Elle a déjà été en feu, elle s'est jeté une boule de lave, l'objet va survivre. Ce qu'on veut, nous, c'est protéger l'espèce humaine. Parce qu'en ce moment, ce qu'on fait, ça va, dans le fond, mettre du stress sur nos compétences de vie. Pour information, un humain qui ne peut pas réguler sa température parce qu'il subit du froid ou du chaud peut mourir en dedans de quelques heures. Pensez aux gens qui se perdent dans le bois et qui meurent d'hypothermie alors qu'il faisait 10 degrés Celsius. Ils n'ont pas pu garder leur chaleur. Pensez, dans le fond, aux vagues de chaleur qui tuent des personnes à tous les ans. Un humain, dans le fond, en quelques heures, peut mourir d'un excès de température s'il n'y a pas ce qu'il faut pour se protéger, pour combattre ça. D'où l'importance du réchauffement climatique. Les températures extrêmes peuvent être très dommageables sur la vie immédiate des humains, alors qu'on peut, dans le fond, passer plusieurs jours sans eau, puis des semaines sans manger, puis survivre. C'est pas le fun, mais tu survis. Fait que c'est des choses qu'il faut garder, qu'on veut protéger l'espèce humaine et les espèces qui sont positives pour nous. Le réchauffement climatique, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On ne peut pas, dans le fond, le deviner, on n'est pas devin. On sait qu'on a un réchauffement de 1,5 degré, qu'on essaie, dans le fond, de maintenir à ça, que ça ne devienne pas 10 degrés. On essaie, dans le fond, de réduire le plus possible. On ne sait pas ce qui va arriver. Ça se pourrait, par exemple, que les grenouilles adorent le réchauffement, puis du coup, on soit envahi de grenouilles. T'sais, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça se peut que des espèces qu'on apprécie se multiplient, puis que ce soit positif pour nous, puis que d'autres espèces qu'on n'apprécie pas du tout se multiplient, puis que ce soit dérangeant pour nous. Peu importe le changement qui va se passer, ça va créer des déboulements dans l'écosystème. Par exemple, les hautes températures font que les lapins se multiplient. On a des lapins partout, on en botte en sortant de nos chars, il y a des lapins partout. La prolifération de lapins engendre une grande augmentation des renards et des loups, des prédateurs, qui après ça transmettent la rage. Ça fait comme faire des déboulements de toutes sortes de manières. On ne sait pas ce qui va arriver au niveau des conséquences. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va arriver des choses. On est capable de prévoir qu'il va y avoir plus de températures extrêmes, donc plus de catastrophes, les ouragans, les tornades qui vont donc arriver. On sait que certaines espèces vont
probablement disparaître, qui peuvent être bénéfiques pour nous. Pensez maintenant, qu'est-ce qui pourrait arriver si les abeilles disparaissent? Pas d'abeilles, pas de pollinisation. La pollinisation, c'est la multiplication des fleurs, des fruits. C'est extrêmement essentiel. On est capable de faire de la pollinisation mécanique, sauf que ça demande du temps, de l'énergie, de l'argent. Puis ça veut dire qu'au niveau sauvage, la pollinisation retomberait sur l'unique travail des oiseaux. Ce n'est pas les spécialistes de la pollinisation, ce sont les abeilles et les insectes. Fait que c'est des choses, par exemple, qui peuvent engendrer des catastrophes qui ont l'air absolument insignifiantes. C'est ça, gros, une abeille, sauf que c'est la catastrophe environnementale que la disparition des abeilles peut provoquer. On peut difficilement l'imaginer, tout ce que ça peut emmener comme conséquence, sans compter que l'absence des abeilles peut apporter des prédateurs au niveau des insectes ou des insectes qui ne survivaient pas parce que les abeilles prenaient leur nourriture, qui peuvent se multiplier. On ne sait pas ce qui va arriver au niveau de l'équilibre planétaire, on sait juste que ça va être le bordel. Il faut, dans le fond, savoir que ça va être le chaos, puis ça s'en vient assez vite. Quand tu veux faire ton level 0 déchet level 2, vous reconnaissez mon beau tableau des 5 R. Le premier R à se concentrer, c'est vraiment refuser. Alors, ton R de level 2, c'est le refus. Refuse la consommation, refuse la création de déchets. Parce que chaque fois que je suis dans un autre R, si je suis dans un autre R, si je suis à réduire, réutiliser, recycler ou réformer, qui est le compost, ceci, ça, je vais dans le fond créer un impact autre. On donnait l'exemple tout à l'heure, l'année passée aussi, du recyclage. Quand j'envoie ma boîte de carton au recyclage, oui, je suis dans mes airs à quelque part. Sauf que ça va demander de l'énergie, du manpower, du temps pour transformer ma boîte de carton en autre chose. Alors, je n'aurais pu juste pas produire ce déchet-là. Donc, on va vraiment essayer d'être dans le refus de la consommation, dans le refus de l'objet qui est jetable. Ça ne veut pas dire de promener tout nu, ça veut dire, dans le fond, de regarder mon vêtement, est-ce qu'il est de qualité, est-ce qu'il va toffer la ronde, est-ce que je peux l'avoir de seconde main, est-ce que, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment d'être dans ton refus de la surconsommation qui est inutile. C'est beaucoup refuser l'emballage. Tout à l'heure, j'ai eu bien du fun à parler d'emballage instantané. Comme j'ai du monde qui n'était pas là tout à l'heure, on le redit. L'emballage, le pire emballage, c'est des emballages qui sont de 4 secondes. Par exemple, un objet que j'achète, mettons une brocheuse, un ciseau qui est dans un emballage, j'ouvre le ciseau direct au vidange. C'est instantané, jeté instantané. Tandis que, mettons, l'emballage qui tient mon riz, ma farine, au moins a le mérite de tenir ma nourriture ensemble pendant qu'il y a de la nourriture dedans. Après, elle est inutile, ça s'en va au recyclage, tout ça, mais des emballages, par exemple, l'emballage de cette tasse. Bon, en fait, c'est une boîte de carton, là, mais tu sais, souvent, tu déballes, instantanément jeté. C'est poubelle instantanée, recyclage instantané. Le temps des fêtes s'en vient. Surveillez ça, les objets qui vont être déballés, jetés. Moi, il y a quelques années, je me rappelle que quand on déballait les cadeaux, on avait 2 sacs de vidange pleins d'emballages qui ont jeté comme déchirés, jetés. On fait plus ça maintenant, on réutilise les mêmes boîtes, on prend des sacs avec du papier de soie, on réutilise du papier de soie. Fait qu'on n'a plus, dans le fond, un sac de méga vidange à la fin de chaque Noël. On va réutiliser ces... On va dire parce que je fais aussi attention quand j'achète, j'essaie de trouver des choses qui sont sans emballage, qui ont un emballage qui est moins pire, qui n'a pas, mettons, 4-5 moules de styromousse pour tenir la chose. Des choses comme ça, ces emballages, dès que c'est déballé, regardez ce qui va directement à la seconde même où on l'ouvre dans la poubelle ou dans le recyclage. Dans cet emballage-là, souvent, ça sert uniquement à donner des informations d'achat, qui aurait pu souvent être sur une étiquette sur le comptoir, qui aurait pu être une pancarte, qui aurait pu être, dans le fond, un autocollant. À la place, ils nous mettent une patente avec un grand carton puis une espèce de plastique moulé en forme d'œuf absolument inouvrable. Fait que, regardez les emballages instantanés, dans le mauvais sens d'instantané. Et de penser l'achat à long terme, viser dans le fond l'achat sur une bonne distance, comme par exemple mes bas, que commence à être connus, mes bas, je les apporte en conférence, je les montre aux enfants, je suis capable de mettre des yeux dessus. Donc, de penser achat long terme pour ça. Et ce qu'il faut faire, c'est dans le fond, commencer à arrêter avoir une réflexion qui est à un autre niveau, au niveau des déchets. Il y a des choses qui sont faciles à voir comme étant des choses ridicules. Autant dans le fond, sur mon beau forum de zéro déchet, etc., on en a plein. Tu as dans le fond toutes sortes de choses qui nous envoient, qui appellent ça la bêtise humaine. Clairement, cette banane a besoin d'une protection supplémentaire. Des aberrations, des coupes de lait dans une braquette en styromousse, qui est vraiment un ingrédient à bannir. Là. Je veux dire, si vous voulez bannir quelque chose, bannir le styromousse. C'est une des pires choses à recycler, toutes mises ensemble, des choses... Des déchets vraiment comme des formats miniatures. Tu sais, les affaires de ketchup, en avez-vous déjà pris juste un dans votre vie? Moi, non. Parce que moi, quand j'allais m'en prendre, ça me prenait 5-6.
Tu sais, c'est ça. Oui. Moi, j'aime mieux quand. Tu sais, je suis pas souvent dans les fast-food, mais j'aime ça, mettons, chez Harvey, c'est comme une pompe. Puis, tu sais, tu peux pomper directement sur ta poutine. Ça fait mon bonheur. Pas de déchets là-dedans. Tu sais, à la limite, ceux qui ont des copes de papier, moins pire que ces affaires-là. Tu sais, mais des choses comme ça qui sont un peu des aberrations de ça, c'est des déchets qu'on voit tout de suite comme étant problématiques. Il y a des déchets, par contre, qu'on ne voit pas comme étant problématiques parce que c'est plus sur nous, que c'est plus habituel avec nos yeux. Là, moi, je t'ai pogné deux autres exemples de déchets plus habituels. Par exemple, beaucoup d'emballages. En ce moment, les gens parlent beaucoup d'emballage des fruits et légumes. Il y a beaucoup, dans le fond, de pression qui est faite pour que les fruits et légumes soient en vrac parce qu'ils ont déjà des plumes pour les protéger. Il y a déjà, mettons, qui vont faire l'argument, c'est une question de fraîcheur. C'est vrai que les emballages vont aider à préserver l'aliment. Ça veut dire que le consommateur doit s'habituer à acheter des choses un peu plus molles, un peu plus poquées, ce qui demande un travail autre. Fait que, tu sais, c'est des choses qui sont des déchets comme habituels. On est habitué de voir ça. Quand tu vois une banane suremballée dans la styromousse, tu vois que c'est un suremballage. Mais quand tu vois ceux-là, on les voit moins parce qu'ils sont habituels. Donc, c'est de travailler notre œil. Est-ce que c'est vraiment essentiel, ça? Des fois, c'est des raisons, mettons, d'avoir comme on veut 5 livres de patates, donc je les mets toutes ensemble. Pour le 5 livres est déjà prêt. Des fois, il y a des raisons comme ça. Mais ce n'est pas toujours justifiable. Tu as des produits qui demandent un emballage parce que je ne peux pas, dans le fond, te mettre les mains pleines de pépites de chocolat et te dire, va-t'en payer à la caisse avec ça de même. Je ne peux pas. Ça va prendre une forme d'emballage. C'est de regarder, est-ce que je peux prendre un emballage qui est biodégradable, réutilisable, minimaliste? Est-ce que je peux faire différemment mon emballage pour éviter l'emballage instantané, qui est dans le fond le pire des emballages, parce que lui, il n'y a même pas l'avantage de tenir tes choses ensemble pendant un certain temps. Il n'y a absolument aucune utilité. Dès que tu rentres chez vous, bang! Tu sais, qui sont vraiment des cauchemars au niveau de l'emballage. Tu as aussi des fois des choses qui sont comme celle-là, dans le fond, c'est une faite sourire. C'est un exemple d'éco-blanchiment, de greenwashing. Alors, il te propose une belle brosse à dents de bambou brune, naturelle, avec des poils verts, parce que le vert, c'est plus écologique, c'est de la peinture, tu sais, dans un emballage de plastique. Ils l'ont raté. Tu vois, dans le fond, qu'ils veulent s'intéresser à des clients qui sont écologiques, qui veulent dire, hey, les gens écologiques, tu sais que la belle brosse à dents pour moi. Fait que les gens, dans le fond, qui sont très écologiques, vont dire comme, tu ne m'auras pas, c'est en plastique. Sauf que les gens qui sont entre deux vont dire comment c'est plus écologique, c'est en bambou en dedans. Tu sais, c'est l'entre-deux. C'est que les gens, maintenant qu'on est assis dans la salle, on va voir, on va dire comme genre, franchement. Sauf que le commun des mortels vont voir ça comme une option écologique. Il ne faut pas se cacher que c'est moins pire que la brosse à dents qui est dans du plastique et qui est en plastique en dedans. Sauf que je pourrais avoir dans une boîte de carton aussi. Une chose qui est sortie, c'est les tubes de dentifrice. Il y a une boîte de carton par-dessus la partie pétante de plastique. La boîte de carton ne sert à rien. Elle ne sert à rien, c'est uniquement du branding. Les gens, mettons, disent, ouais, mais c'est plus beau avec une boîte de carton. Ah! Ah! Ah bon, OK, ah! C'est plus beau. Donc, c'est des choses comme ça, des fois, qu'il faut réfléchir. Fait que ça, c'est un gros travail de réflexion, puis ça prend des bons yeux. Ça prend, dans le fond, c'est pas tes lunettes dont je parle, là, tu sais, ça prend une réflexion, puis ça prend de la réalisation, puis de voir que beaucoup de choses vont être imparfaites. Tu sais, mettons, quand je suis allée chez Bureau en gros, j'ai pu voir plein de paires de ciseaux avec juste une genre d'étiquette collée sur le ciseau, puis avec un code barre. C'est parfait. J'avais avec un petit bout de papier sur le gros. Je comprends qu'il te reprend un code barre, là, tu sais, je comprends bien, là, juste ça. Alors que des fois, je vois un ciseau qui est comme genre emballé sous dans une espèce de plastique avec un carton derrière. Ça prend une paire de ciseaux pour ouvrir ta paire de ciseaux. Tu sais, des choses comme ça, c'est possible de le faire. Avec moi, quand je fais un choix, je vais aller prendre celui qui est disponible en vrac sans emballage, même s'il est un peu plus cher ou des choses comme ça, parce que je pense à mon impact. Tu sais, fait que ces produits-là existent, c'est de faire le choix comme ça. Fait que dans le fond, les gens vont se rendre compte qu'ils prennent le bac de ciseaux en vrac est toujours vide, ils en demandent plus de ciseaux en vrac parce qu'il n'y a pas d'emballage dessus, parce que, tu sais, c'est pour toutes les raisons du monde, parce qu'il est fait au Québec, whatever. Les compagnies vont aller vers ces produits dans ce temps-là le plus possible. Ils vont faire ce qu'on leur dit. On sait dans le fond qu'ils veulent absolument avoir nos sous, puis c'est normal. Donc, si, maintenant moi, je fais de la pression, bien, ils vont dans le fond écouter ce qu'on veut. Parce que s'ils ne voudraient pas nos sous, ils n'essayeraient pas d'inventer des affaires de même. C'est la preuve qu'ils veulent les gens zéro déchet comme clientèle. Ils ne savent juste pas exactement comment. Maintenant, ces brosses à dents-là sont disponibles dans des emballages de carton parce qu'ils ont compris. T'sais, mais ces choses-là, mettons, vont encore apparaître tranquillement, pas vite. Il y en a peut-être encore des modèles qui se font de même, mais j'ai vu, dans le fond, cette compagnie-là offrir boîte de carton maintenant, offrir aussi des emballages avec 3-4 ensemble. Comme, ah, OK, tu vois qu'ils commencent à comprendre la donne. C'est sûr que ça prend des gens qui leur disent, hey, tu t'es trompé d'emballage. On aime le produit, mais tu as raté ton coup sur ça. Ça prend des gens qui vont verbaliser ce qu'on leur dit. Ce qui nous amène
à l'éco-anxiété et les Steve. J'ai choisi d'appeler ça un Steve parce que j'aime l'humoriste Louis T, qui lui, dans le fond, il utilise le terme Steve pour parler des gens qui sont caves. C'est Steve. Tu sais. Je savais que je n'avais pas de Steve sur ma liste de présence non plus, sinon j'aurais fait un autre nom. J'aurais dit, t'appelles Steve, oh, just too bad. Tu sais. Right. Alors, l'éco-anxiété puis les Steve. Il existe un terme éco-anxieux qui est une insulte. Ne se le cachons pas. Dans le fond, le terme éco-anxieux, c'est une insulte que les gens portent aux gens qui sont éco-responsables. Le terme éco-anxiété, c'est fait pour patronizing, c'est pas fait pour diminuer, pour balayer notre message de la main, pour dire « Ah, c'est du monde stressé. Ah oui, on a des chapeaux d'aluminium sur la tête, ce monde-là. » Tu sais, c'est vraiment des choses qui sont faites pour ridiculiser ce que l'on dit, ce que l'on a comme mouvement, en nous mettant une étiquette dénigrante. Ça permet, dans le fond, de rabaisser ce qu'on fait. Et ce sont, dans le fond, des Steve qui vont faire ça. Les Steve, ce ne sont pas tous des gens qui arrosent leur asphalte l'été, mais c'est un peu comme ça qu'on les imagine, les Steve. La réalité de ces gens-là, ce sont eux, dans le fond, qui vont aller contrebalancer le mouvement zéro déchet, qui vont, dans le fond, tout le temps dire que c'est pas vrai, que c'est pas un fait, que c'est une opinion, qui vont aller mélanger le climat et la météo. Des gens, maintenant, qui vont aller tout faire pour ne pas changer leurs habitudes, qui vont aller tout faire pour diminuer ce que l'on fait. Un exemple de Steve, avez-vous, dans le fond, déjà lu des commentaires en dessous de n'importe quel article sur Greta? C'est triste, hein? Greta, c'est une jeune fille de 16 ans qui se promène partout dans le monde pour faire réveiller les gens de sa génération. Elle ne s'adresse pas à moi, elle s'adresse aux gens de son âge pour qu'eux embarquent dans le mouvement zéro déchet. Et dans le fond, les Steve l'attaquent sur absolument tout ce qu'elle est. Ils l'attaquent sur le fait que ce soit une femme, ils l'attaquent sur son âge, ils l'attaquent sur son autisme, ils l'attaquent sur absolument toutes les choses qui sont imparfaites chez elle. C'est un humain. Elle n'a pas à être parfaite. Par exemple, elle se déplaçait en voilier pour aller à New York, puis dans le fond, ils ont blasté tout ça. Elle aurait pris l'avion, ils l'auraient blasté. Elle prenait le voilier, ils l'ont blasté. Elle aurait fait par vidéoconférence, ils l'auraient blasté. Peu importe ce qu'elle faisait, ils blastaient. Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'attaquent à la personne parce qu'ils n'ont pas d'argument contre le message. Parce que tu ne peux pas, dans le fond, t'estimer que l'eau bout à 100 degrés. L'eau bout à 100 degrés! Je peux t'en faire bouillir l'eau! Tu ne peux pas t'estimer sur le message, mais tu peux frapper sur la personne jusqu'à ce qu'elle se décourage. Jusqu'à ce que, parce que c'est des humains, ils abandonnent, jusqu'à ce qu'ils fassent une erreur et qu'on puisse détruire sa réputation. C'est juste ça qu'il attend. Il attend, dans le fond, de la voir avec une bouteille d'eau dans les mains pour mettre ça sur photo, faire des montages, puis détruire tout ce qu'elle n'a jamais fait de bien dans la vie. Dès qu'ils vont faire une erreur, ils vont aller démolir toute la personne. C'est ce qu'ils font avec ça. Et ce sont les Steve qui font ça. Des Steve, t'en as que c'est des des keyboard warriors qui vont aller faire des messages désagréables sur Internet. T'en as d'autres qui vont carrément être des journalistes qui vont faire des articles entiers de Steve là-dessus. On en a tous lu, et c'est assez gênant de voir des adultes, d'ailleurs, faire ça à une jeune fille qui essaie, dans le fond, de sauver son avenir à elle. C'est assez gênant. Fait que ces Steve-là, eux autres, ce sont des gens que moi, je considère comme étant anxieux face à l'avenir. Et aussi, dans le fond, ça les rassure de faire ce qu'ils nous font. Parce que, en fait, moi, en réduisant les déchets, je fais de mal à personne. Mettons qu'on aurait tort, que le réchauffement climatique n'existe pas. On sait qu'il existe. Mais mettons que j'aurais tort. J'ai-tu fait un impact grave? J'ai-tu fait quoi que ce soit qui était mal pour personne? Non. Si jamais, eux qui ne font rien, ont tort, puis que nous, on a raison, c'est la mort pour tous. Eux, dans le fond, ils ne veulent pas faire d'efforts, puis ils ne veulent pas comprendre que s'ils ne font pas d'efforts, puis si jamais ils ont tort, c'est la fin pour tout le monde. Ils ne semblent pas concevoir ça, que ça va être la fin s'ils ne font rien comme effort. C'est beaucoup plus simple pour eux de nous dire que nous autres, on a tort. Alors que, quand même que j'aurais tort, qu'est-ce que ça fait que je prends plus d'arbres? Ça fait juste du bien pour tout le monde. Ça n'a pas d'importance. On sait qu'on a raison, mais ça n'a pas d'importance. Tandis qu'eux, dans le fond, leur inaction cause du tort, tandis que nous, notre action ne cause aucune forme de tort à rien. Mais eux, ça va causer du tort. Puis c'est une forme d'anxiété. En disant qu'on est du monde stressé, anxieux, ça leur permet de se déresponsabiliser, ça leur permet d'être inactifs parce qu'on s'en invente, oh, ça exagère, on sait bien, c'est des végétariens, des affaires de même, tout. J'en ai entendu de toutes les sortes. Ça prend souvent une forme de zen. Ça prend beaucoup de zen pour vivre avec ces gens-là,
Moi, c'est sûr que veux pas avec ma job, j'en côtoie beaucoup. Par contre, c'est une chose positive là-dessus, c'est que ces gens-là, c'est beaucoup sur Internet qui vont dire dans la vraie vie, vont avoir beaucoup plus de mal à baquer ça. Hein? C'est beaucoup plus dur dans la vraie vie. Ils vont être beaucoup plus agréables dans la vraie vie que là-dedans, mais ces gens-là existent. C'est aussi des gens que moi, je considère comme paresseux, parce qu'ils ne sont pas prêts à faire d'efforts. Ils ne veulent pas faire d'efforts pour rien. Ils ne sont pas prêts à ça, alors que ça ne leur demanderait pas nécessairement grand-chose. C'est une forme, dans le fond, de paresse qu'ils ont. Le vrai problème avec les Steve, c'est le droit de parole égal. Tout le monde a le droit de parole égal, c'est l'art des opinions. Et c'est bien plate, mais ta parole, elle ne vaut pas nécessairement la même chose. C'est pas vrai que le droit de parole devrait être égal pour tout le monde. Just too bad pour la démocratie puis la liberté d'opinion. Moi, dans le fond, je connais rien, je connais fuck all en mécanique automobile. Si je m'en vais sur un forum des mécaniques puis que je m'en vais blaster telle compagnie parce que ça m'est déjà arrivé qu'un mécanicien m'avait dit telle affaire ou que ma tante, elle a déjà vécu ça, mon opinion vaut rien pantoute. Je connais pas ça. Je suis un Steve de la mécanique. Quand même que j'irai dans le fond blaster mon opinion alors que sur un sujet que je ne comprends pas, que je ne connais pas, ça n'a pas d'importance. Je ne devrais pas avoir un droit de parole égal par rapport à mon opinion parce que j'ai déjà mis de l'essence dans un char versus des gens que leur travail est en mécanique automobile, qui sont, mettons, des vendeurs de chars, des spécialistes là-dedans, des ingénieurs. Mon opinion n'a pas la même valeur qu'un ingénieur en char parce que je ne connais pas ça. Donc, l'opinion ne devrait pas être à valeur égale. Actuellement, avec l'Internet, tout le monde pense que leur opinion vaut quelque chose. C'est bien plate, mais moi, mon opinion, il ne vaut rien en mécanique. Ça ne me gêne pas de dire, ça ne vaut rien, mon opinion en mécanique. Non! Puis il y a d'autres sujets auxquels mon opinion n'a pas de valeur parce que je n'ai pas de connaissances. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas poser des questions. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir, mettons, une expérience de vécu, mais ça veut dire que le fait que j'ai, dans le fond, une question ne rend pas ma question une question qui est digne de l'Assemblée nationale. Le fait que j'ai un événement anecdotique ne rend pas ça une vérité. Mais les gens vont beaucoup faire ça sur Internet, puis c'est là qu'il y a vraiment du dommage. C'est qu'avec l'art des opinions, ils considèrent que leur expérience personnelle, ils disent qu'il n'y a pas de réchauffement parce qu'il fait juste 15 degrés en matin. Moi aussi, j'ai un thermomètre, sauf que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas météo versus climat. Tu n'as pas, dans le fond, la compétence, la connaissance pour faire ça. Ou tu le comprends, mais tu préfères dire un argument qui n'a pas de bon sens afin de bloquer. Oui, mais il a neigé l'autre jour. Oui, mais fille, ça n'a pas de rapport, le fait qu'il y a neigé l'autre jour, avec le climat général d'une planète en entier. Fait que, les gens vont faire ça soit par manque, des fois, de compréhension des connaissances, ou des fois, juste pour faire du trouble. Il y en a qui vont juste, des fois, faire des commentaires qu'on sait que ce qu'ils veulent, c'est partir une guerre dans les réseaux sociaux et des choses comme ça. Quand on choisit de répondre à un Steve, souvent, dans le fond, il faut que je le fasse parce que ça fait partie de ma job, puis je te dis, c'est pas toujours plaisant. Beaucoup de journées où j'ai pris des breaks des Steve. En fait, tu ne peux pas destiner avec un Steve parce que eux, leur discours est basé sur les émotions, c'est basé sur de la vécu anecdotique, puis ils sont comme ça. Ils ne veulent pas, dans le fond, entendre de faits ou de choses comme ça. Fait que quand tu réponds à un Steve, tu ne parles pas vraiment au Steve. Tu t'adresses aux communs des mortels qui ne sont ni des Steve ni des éco-anxieux. Tu t'adresses aux gens dans le milieu de la population qui lisent les commentaires par souci de potinage, parce que c'est croustillant, qui lisent les commentaires pour avoir de l'information, qui, eux, vont lire le fil d'informations, puis qu'eux autres, ils n'ont pas nécessairement une opinion arrêtée. Tu t'adresses en fait aux gens qui sont entre les deux, qui vont juste dire, ouais, c'est pas bête telle affaire. Tu te donnes de l'information pour eux. Quand, mettons, tu vas leur répondre avec une information qui est vérifiable, justifiable, statistique, inestimable, puis là, j'ai te répondre, oh, mais ma mère, telle affaire, ma tante Gertrude. Quand ils vont te répondre une niaiserie de même, tu t'adresses en fait à la personne qui lit les commentaires. Tu es comme, c'est vrai, j'ai lu un article là-dessus. Tu t'adresses à cette personne-là, aux tiers, qui ne sont pas encore décidés à propos du zéro déchet ou non, qui vont faire des petits gestes pour l'environnement, mais qui ne sont pas nécessairement impliqués. On s'adresse à ces gens-là. Fait que quand tu réponds quand tu fais la mauvaise décision de répondre à un site, qu'il faut faire quand même, c'est vraiment à eux qu'il faut penser qu'on s'adresse. Parce que sinon, les styles, tout ce qu'ils vont les faire, c'est aller checker ta photo de profil Facebook pour ça te dire, ouais, mais t'as un gros nez, ils vont aller, mettons, chercher n'importe quoi. On sait comment sont ces gens-là. Ce qu'on peut faire, dans le fond, pour aider ça, comme ça, je vais t'en parler après. All right. Par contre, l'éco-anxiété, c'est un vrai problème de santé qui existe. Actuellement, ce n'est pas reconnu comme un trouble médical. Les gens qui souffrent d'éco-anxiété vont avoir le diagnostic de trouble anxieux généralisé. Mais dans pas longtemps, on prévoit que le mot va faire partie du dictionnaire médical. L'éco-anxiété, si jamais tu en souffres, ça va te prendre un vrai professionnel. Hein? On ne règle pas les problèmes de santé ici. L'éco-anxiété, c'est quand la situation planétaire
te cause tellement de détresse que tu n'arrives pas à faire des activités ordinaires. Que dans le fond, ça va t'empêcher de faire ton quotidien parce que tu es trop stressé, tu ne dors plus, tu ne manges plus à cause de ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça en ce moment. Si jamais c'est ton cas, va t'en chercher ce que tu as besoin comme ressources pour t'aider. Puis ça touche particulièrement les enfants et les adolescents, l'éco-anxiété, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir sur leur vie. Parce qu'eux, ils sont pris dans l'univers qu'on leur a fait, avec la grosse dette environnementale qu'on leur a fait, puis eux autres sont de même, puis ils ont peur, puis ils savent ce qui s'en vient, puis c'est eux autres qui vont vivre là-dedans. C'est eux autres, dans le fond, que les films post-apocalyptiques vont être leur réalité. On espère que non, on ne travaille pas pour que ça ne leur arrive pas. Mais eux, dans le fond, ils n'ont pas de pouvoir sur leur vie. Ils sont pris dans le système, puis tant qu'ils ne seront pas plus vieux, ils n'auront pas, dans le fond, un pouvoir d'action, un pouvoir d'achat, ils ont de la misère à faire changer les choses. Ils sont comme nos décisions impactent leur vie sans qu'ils aient leur mot à dire. C'est quelque chose qui touche beaucoup les jeunes et les adolescents, beaucoup les enfants. Souvent, dans le fond, on leur parle à demi-mot pour éviter de causer de l'anxiété généralisée chez les jeunes qui n'ont pas encore de pouvoir, puis n'ont pas encore beaucoup de recul non plus. C'est bien plate, mais à 14 ans, tu n'as pas tant de recul, tu n'as pas tant d'expérience pour être capable de dire « OK, ça va mal, mais je suis capable de voir des choses qui vont bien ». Ça peut être des fois paniquant, ça peut être stressant pour ça. Par contre, quand dans le fond, ça ne va pas l'anxiété, moi, dans le fond, c'est certain que je vis souvent beaucoup de stress par rapport à ce qui se passe sur la planète. Des choses qu'on peut faire pour se sentir mieux. C'est certain que d'être dans l'action, ça aide beaucoup. D'agir, de faire partie de la solution, ça peut faire toute la différence du monde. Autant pour soi que pour n'importe qui est stressé. Vous avez un jeune, un enfant, une personne adulte, bien sûr, qui est stressé, de faire des actions avec, mettons, votre enfant qui est stressé par l'avenir, peut l'aider à se sentir moins stressé parce que lui, il fait quelque chose pour que ça marche, parce que lui, il fait partie de la solution. Donc, c'est des choses qui peuvent vraiment aider pour accompagner vos jeunes dans leur développement. Parce que les adultes, eux autres, on va leur dire « débrouille-toi tout seul, tu es un adulte, je vais t'aider, mais débrouille-toi ». Tandis que le jeune va avoir besoin d'accompagnement pour sentir qu'il fait partie de la solution. Ça leur fait tout le bien du monde pour ça. Ça permet de prendre le contrôle sur ce qui se passe. Je ne vous cacherai pas que filtrer l'information, c'est important. C'est certain que moi, je ne suis pas une masochiste. Quand il y a des articles sur Grata, je ne vais pas, dans le fond, les lire en dessous du Journal de Montréal. Je faisais du suicide de faire ça. Je vais plutôt aller choisir des sources où il y a un peu moins de style. Ils sont là quand même, mais mettons, j'ai un peu moins de style en dessous des articles des affaires ou de la presse, j'ai un peu moins de style. Le taux de style est beaucoup moins important que le Journal de Montréal. Fait que je peux faire des choix comme ça. Quand c'était la journée du dépensement, j'ai pris un break de plusieurs jours parce que j'avais trop de peine. J'ai fait un vidéo là-dessus, il ne faut pas que je pense. Mais j'ai pris quelques jours de non-médias sociaux, de ne pas les répondre aussi parce que je ne peux plus. C'est trop, c'est étouffant. Fait que j'ai pris quelques jours de repos pour m'aider après ça à pouvoir prendre du recul. Puis après ça, mettons, passer au travers, répondre à quelques questions, regarder plus de solutions, penser positif. C'est parce que c'est normal d'avoir des sentiments là-dedans aussi. Il ne faut pas se cacher que moi, c'est mon 7 jours sur 7, le zéro déchet. C'est certain que prendre une pause, ça peut être une bonne idée. Puis au niveau des jeunes, si vous avez des jeunes dans la maison, si vous êtes prof, des affaires comme ça, filtrez l'information. Choisissez ce que vous leur donnez. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, c'est dur de faire le tri, puis l'information est très souvent négative. Tu sais, de donner un tiens, voici 10 affaires négatives qui vont mal. Bonne journée! Voici 3 choses qui vont mal et 2 choses qui vont vraiment bien. Ça va être plus facile de regarder pour filtrer l'information, de faire des choix au niveau de l'information, au niveau de vos sources d'information, puis au niveau de ce que vous lisez, quand vous lisez, peut-être pas lire ça tard le soir avant de vous coucher, faire des cauchemars, des choses comme ça. Se ressourcer et profiter de la vie. Profiter de ce qui nous reste pendant qu'il en reste. C'est un peu à double tranchant. Par exemple, l'autre jour, j'ai vu une abeille dans ma fenêtre. Je suis comme « Oh my God! » Je l'ai regardée pendant plusieurs minutes faire son travail. Je ne l'ai pas dérangée. Tu sais, je l'ai regardée faire « Wow! » Parce que c'est rendu rare. Avant, les abeilles, j'étais comme « Allez-vous-en! » Il y avait plein d'abeilles, c'était dangereux, il fallait que tu sauves des abeilles. Puis là, maintenant, je fais comme « Oh my God, une abeille! » Bouge pas. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez cet étudiant poilu. C'est de profiter de ce qu'il y a. De regarder, check cet oiseau-là, de prendre des photos de la nature, de regarder, mettons, ça fait des petits chenilles qui traversent la piste cyclable. C'est ça, de regarder ces petits chenilles-là aller. De profiter des belles choses qu'on a au niveau de la nature. Ici, on a la chance d'avoir encore beaucoup de nature, donc de profiter de ces choses-là, d'apprécier ce qu'on a. Ça permet aussi de voir pourquoi on le fait. Je le fais pour que cette abeille-là vive encore une autre année. Je le fais pour que l'an prochain, il y ait encore ces fleurs sauvages-là. Je le fais parce que quand j'étais dans le bois, j'avais un écureuil là, puis là, il y avait tel oiseau. Le faire pour ces choses-là. Moi, dans mon coin, ils ont abattu les maisons. Là, maintenant, ça repousse parce qu'il n'y a pas de maison qui a été construite là. Ils ont fait ça pour rien. Puis, il y a un étang où maintenant, il y a 3-4 grenouilles. Il n'y avait pas ça avant.
C'est comme une flaque d'eau post-dynamitage. Puis il a poussé des quenouilles là-dedans, les fameux Pogo Beyond Meat. Là. Puis après ça, j'ai vu des tétards. Je suis comme, oh my God, des tétards. Fait qu'à chaque fois, avec ma marche des chiffres, j'arrêtais là puis je checkais les tétards. C'est qu'ils sont rendus. Sont-tu gros? Sont-tu petits? C'est des gens de petits crapauds qui ont sorti. Je suis comme, oh my God. Il y a aussi, dans le fond, des oiseaux pluviers que j'ai pris en photo qui a niché pas loin de chez nous. Puis il y a eu comme 4-5 bébés. Puis des photos de ça. Tu sais, d'observer ces animaux-là, de profiter qu'il y avait un retour de la nature, de profiter de ça me permet vraiment d'apprécier pourquoi je le fais. Je ne vais pas juste ramasser des déchets à terre quand je prends des marches, je fais aussi, mettons, apprécier qu'est-ce qu'il y a autour de moi qui est beau, qui est fun. Voir que ces choses-là existent encore, ça fait partie du plaisir qu'on peut avoir avec la nature, puis de savoir pourquoi on le fait aussi. Sinon, ça perd comme des fois, on dirait qu'on perd un peu des objectifs. On ne réduit pas pour réduire, on réduit pour que ces choses-là existent encore à l'avenir et ainsi de suite. Donc, des choses positives. On a fini avec les Steve. Bye! Ah, choses positives. Alors, je vous ai fait un méga tableau de zéro déchet d'astuces écologiques. C'est sûr qu'il pourrait y avoir 1 million d'astuces écologiques. Oh, by the way, ce tableau-là, c'était un enfer à niveau de l'imprimante, comme vous savez. Ce tableau-là imprimé juste un bord, puis vos pages de trucs ont imprimé d'une manière impossible à suivre. C'est le genre de flipbook de la mort, là. Tu sais, bonne chance. Sauf que je ne voulais pas les réimprimer. C'est ça, sauf que c'est ça. Imagine-tu zéro déchet, je vais acheter ceux-là, je vais les réimprimer. Après, je dis, débrouillez-vous! Pas vraiment mieux. Alors, c'est sûr que c'est moi qui l'ai conçu. Fait que ce que je considère niveau 1 et ce que je considère niveau 2 peuvent être différents d'une personne à l'autre. Tu sais, ça n'empêche pas que vous pouvez vous situer n'importe où dans le tableau sur d'autres catégories. Certaines catégories peuvent aller bien pour vous, puis d'autres moins bien. Je les ai divisées comme étant comme débutants, ce que je considère qui demande peu d'inconfort. Puis, dans l'avancée, ce que je considère qui demande un inconfort. Par inconfort, ça peut être t'investir du temps, t'investir de l'argent. Ça demande un détour. Des choses comme ça. Tu sais, par exemple, rapidement, si j'achète un produit biodégradable fait au Québec, ça ne me demande pas plus d'efforts. Ching-ching en caisse, c'est la même affaire. Par contre, si je dois remplir mon contenant, c'est un peu tannant. Il faut que je la porte, il faut que je le rince. C'est un peu plus tannant. Si je fais avec mon propre produit, ah ben là, par exemple, c'est des choses maintenant qui vont être plus avancées. Autant ça peut être au niveau de l'information, comme si j'achetais un cosmétique, de lire les ingrédients, de faire une recherche sur c'est quoi ça, le xylitol, whatever, de faire une recherche sur qu'est-ce que je me mets en face, ou pas n'importe où sur le corps. C'est sûr que d'adopter des choses comme je fabrique moi-même, je prends du slow cosmétique, des cosmétiques simples peuvent vraiment aider. Rapidement, le tableau, je vous ai séparé ça par exemple dans la section cuisine, section salle de bain, section dans la maison, je suis vraiment comme elle est généralement, tu sais, mettons, réisolée. Tu sais, des fois, je vois des fois jusqu'à, si tu déménages, tu pourrais déménager en plus petit ou plus approprié, comme, mettons, plus proche de mon travail. Si j'ai, mettons, pas d'enfant, peut-être qu'une maison avec juste 3 chambres, tu sais, fait que c'est trop 3 chambres. Des fois, d'avoir plus approprié selon mes besoins, plus proche de mon travail. Ça peut être autant quand je rénove, de réfléchir à mes matériaux. Cette année, j'ai fait une belle pergola faite en matériaux recyclés par le phare. Le phare, la ressource éco-responsable, ils récupèrent du bois que, genre, une grosse compagnie, je ne veux pas la nommer parce que je ne sais pas ça, c'est laquelle. Les autres, dans le fond, c'est comme trop d'énergie pour eux d'enlever les clous puis de défaire. Fait qu'ils disent, ils pitchent tout ça au phare. Les gens là-bas vont démonter les matériaux, récupérer, puis moi, je peux acheter une planche de bois pour genre 53 cents parce qu'il y a 3 clous dedans. Parfait! Fait que moi, je me suis construit une pergola avec ça cette année. Fait que, tu sais, j'ai pu construire des choses avec ça. Je fais, tu sais, ça permet de recycler des matériaux. Pour eux, en tant que grande compagnie, c'était trop d'énergie, trop de salaire pour défaire ça. Fait qu'ils ont pitché ça au suivant. Puis dans le fond, le phare, ça leur permet non seulement d'engager plus de gens, ça permet d'avoir des sous, ça permet de récupérer les matériaux. Fait que tout le monde gagne à ça. La compagnie, elle n'est pas perdante, elle a fait une bonne action aussi. Puis nous, elle ne descendrait pas de garder ces matériaux-là. Pour c'est sûr que moi, je dirais, ben, investis, récupère-les toi-même. Mais tu sais, on sait que les grandes compagnies peuvent avoir des fonctionnements différents. Fait qu'eux, ils ont pris la bonne décision de mettre ça au phare, qui, eux, réutilisent 100% ce que les petits bouts finissent en genre de pseudo-compost. Ils font comme dans le fond de la rive de bois pour leur propre chauffage. C'est comme un chauffage au bois qui alimente eux-mêmes avec les déchets de bois que tu leur apportes. Puis ils font aussi des choses que tu peux faire comme du taillis. C'est génial. Eux autres, là, j'ai rien que des fleurs pour eux autres. Donc, c'est des choses comme ça que des fois, c'est des choses simples comme baisser ton thermostat dans ta maison. Comme des fois, je vais aller jusqu'à dire, quand tu rénoves, réfléchis à tes matériaux. À des matériaux de qualité, des matériaux durables, des matériaux qui peuvent être faits ici, des matériaux qui sont réparables, remplaçables. Tu refais ta céramique de cuisine, tu choisis une espèce de motif impossible. Est-ce que tu vas être capable de retrouver ce motif-là? Si je le mets en brésil, il va falloir que tu changes tout. Des fois, c'est des choses comme ça. Est-ce que je vais pouvoir retrouver ce modèle-là?
C'est sûr que si tu refais ton clabard en blanc, tu pourras toujours retrouver du clabard blanc. Mais si tu fais ton clabard jaune poussin avec un motif dessus, il n'existe pas, heureusement, tu vas avoir plus de misère à retrouver ton motif jaune poussin. Dans 3 ans, il va falloir que tu refasses ta maison en entier parce que tu n'as plus le motif jaune poussin avec les flamants roses dessus. Des astuces pour le lunch dans ton zéro déchet. Tu sais, mettons, j'ai passé pas mal par-dessus alimentation puis cosmétique parce que c'est juste qu'on a déjà vu en conférence. Pour le lunch, j'ai beaucoup d'éviter les contenants à usage unique, les Ziploc, apporter tes propres ustensiles. C'est sûr que tu peux faire des choix, si le temps s'en vient dans tes lunchs aussi. D'éviter les formats collations. Tu sais, les enfants, là, les boîtes à lunch d'enfants, ils font même ça à l'école, les boîtes à lunch zéro déchet, parce que l'enfant arrivait avec la petite pétante avec le cheese whiz jaune puis 3 bâtons dans une petite pochette, la pâte d'ours emballée, la boîte de jus avec la petite paille. C'était juste des déchets, l'emballage, tandis que les parents, mettons, pouvaient faire des lunchs qui étaient zéro déchet. Fait que souvent dans les lunchs, là, c'est vraiment d'éviter les emballages à usage unique puis les formats collation, c'est vraiment du suremballage. Tu sais, les emballages de bartende, c'est pas recyclable. Fait que, tu sais, quand tu es capable de faire tes bartendes maison, emmène. Sinon, tu sais, de regarder si tu peux t'en trouver en vrac ou au moins dans le fond des bartendes de gros format qui peuvent être coupés pour, selon, mettons, tes besoins de ton enfant pour sauver le plus possible d'emballage, vu que ça ne se recycle pas. Tu sais, de regarder pour des solutions comme ça. Au bureau, j'ai vraiment regardé au niveau de la paperasse. Parce que ton lunch, ça va bureau ou école, là. Dans le fond, de réduire ton volume d'impression, prendre du papier recyclé, bannir les gens des cafetières à café unique, les gens de Keurig, tout ça. Bannis-moi ça. Il existe des capsules lavables que tu peux mettre dedans qui vont rentrer dedans. Prends ça à la place. Certains styles d'écriture. Le style d'écriture Garamande sauve 30 % d'encre. J'essayais fort de l'imposer à l'école, celui-là. Attends, j'étais là. C'est un style d'écriture qui utilise moins d'encre, 30 % moins, donc tu sauves ton imprimante d'encre. Vous l'avez inscrit, hein? Vous sauvez 30 % d'encre, puis c'est un beau style d'écriture qui est professionnel. C'est pas comme je t'ai dit, Arial Kids. Des choses comme ça qu'on peut faire des changements. Mettre l'imprimante noir et blanc par défaut, ça évite qu'il y ait toujours un petit peu de bleu qui mette pour avoir un noir plus profond. Des niaiseries comme ça. Utiliser du papier usagé pour prendre des notes. Nous autres, nos circulaires, la semaine d'après, ça devient comme genre mon bloc-notes pour toutes les notes que j'ai besoin dans ma journée. Ça me permet, genre, découpe, ça me permet de réutiliser, mettons, mes choses ici. Limiter ou cesser l'usage des post-it. Sûrement que tu as un bout de papier que tu peux utiliser sans un petit bout de colle. Sûrement qu'une punaise peut tenir ton papier sur ton babillard. Sûrement. Donc, limiter l'usage des post-it parce que c'est jetable, le post-it. De rapporter les stylos et les crayons vides aux fabricants. Tu peux rapporter tes stylos et tes crayons au bureau, en gros. Il y a plein de places où il y a des boîtes pour les rapporter. La plupart des bureaux en gros l'ont. Tu peux le rapporter. Puis sinon, mais sur le rapport, ça sera leur problème, c'est eux qui te les ont vendus. On va en reparler tantôt de ça. C'est sûr que tu peux inviter l'éco-patrouille à venir chez vous pour vous offrir des solutions. Il y a même des gens qui sont ingénieurs en écologie dans les entreprises, qui visitent plus les usines pour rendre les usines plus éco-responsables. Tu peux inviter l'éco-patrouille et ils vont te dire « Hey, telle affaire, ça, c'est un problème. Hey, telle chose, ça serait une bonne idée. » Ils vont te servir de choses comme ça. Réduire la pollution numérique. Chaque fois que tu pèses sur refresh sur ton Facebook, ça crée de la pollution. Ça crée de la pollution numérique. Si, dans le fond, tu as 3785 vieux courriels datant de 98, ils créent de la pollution. Parce que l'Internet doit se garder une place. Ils sont comme sauvegardés dans l'Internet. L'Internet doit se garder un espace qui demande un serveur, qui demande du gaz, ainsi de suite, de l'énergie. Ça crée de la pollution. Donc, vider sa boîte de vieux courriels inutiles, supprimez-les, ça peut faire toute la différence du monde. Est-ce que vous avez vraiment besoin du courriel que quand vous répondez à Rémi, marqué OK? Vraiment? Tout ce qui est non essentiel peut être supprimé. D'éliminer les infolettres inutiles. Genre, j'ai reçu l'infolettre de toutes sortes de des places que j'avais déménagées pendant des années après. Je ne suis plus dans la région, je n'irai pas. L'infolettre rentre à tous les 3 jours. Supprimer les infolettres qui sont inutiles parce que c'est aussi de l'Internet inutile. C'est parce que je sais pas qu'elle envoie l'infolette à 753 000 personnes et c'est 753 000 d'énergie qui est ça. Fait que des choses comme ça qui sont ça. Il y a des applications pour supprimer les infolettes. Moi, j'ai une application sur mon ordinateur que je run peut-être 1 ou 2 fois par année qui détecte les infolettes inutiles. Parce qu'elle détecte les infolettes que j'ai même pas ouvertes. Elle dit, mettons, telle affaire, tu en as reçu 23, tu en as ouvert 2. On peut-tu te désabonner? Oui. Telle affaire, tu en as ouvert, mettons, 43 sur les 45 que tu as reçues. On va la garder, tu l'aimes, celle-là. Tu sais, des applications qui détectent les infolettes qui ne servent à rien. Celles qui tombent directement dans tes pourriels, elle va les détecter. Parce que moi, la plupart des infolettes tombent directement dans la poubelle. Sauf que dans la poubelle, ils prennent de l'énergie. Il faut que je fasse vider la corbeille, purger,
pour éliminer tous ces déchets-là. C'est niaiseux, mais c'est des choses que tu peux faire qui sont de niveau 2, on s'entend, mais des choses que tu peux faire qui ne demandent pas tant d'efforts en plus. Pour les fêtes, c'est bientôt Noël. Alors, je pense déjà Noël. Vous avez d'ailleurs des tasses des fêtes! All right. Utilisez des couverts lavables plutôt qu'en styromousse. Tu sais, les gens, je sais que c'est moins un ouvrage de manger des assiettes en carton. C'est tout pitché aux poubelles. Sauf que, tu sais,